Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre série, la nouvelle série de notre podcast Ma vie de sophrologue, dans laquelle nous nous attaquons à une thématique très très concrète qui est le cœur du métier de sophrologue avec le fait de s'interroger ou d'interroger différents sophrologues de différents horizons sur qu'est-ce qui se passe concrètement lors d'une semaine type. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir une sophrologue que je ne connais pas et donc ça c'est toujours super agréable. Enfin, je l'ai un peu découverte quand même un petit peu avant de débuter cette interview. Donc bienvenue et merci à toi d'être présente parmi nous, Sophie. C'est Sophie Taillard. Merci. Merci beaucoup de m'accueillir dans ce podcast. Euh, donc oui, effectivement, je m'appelle Sophie Taillard et je suis sophrologue dans le Puy-de-Dôme. D'accord. Et tu es Donc, sophrologue depuis combien de temps, Sophie? Alors, moi, je suis à la base, j'étais journaliste en fait, et donc je me suis tournée vers la sophrologie en 2017. Je me suis formée. Voilà. J'avais essayé la sophrologie en tant qu'utilisatrice pour des douleurs chroniques et j'avais été très convaincue par la pratique. Et voilà, j'ai éprouvé l'envie du coup de me reconvertir et j'ai choisi ce beau métier. Super, ben en tout cas c'est super de t'accueillir parmi nous et que tu aies cette envie aussi, au-delà de ta pratique perso et pro, de partager avec nous ce qui se passe concrètement pour toi dans une semaine et puis évidemment au-delà parce que c'est pas la seule question que je vais te poser. Alors donc première question, est-ce que tu peux me dire à quoi ressemble concrètement une semaine dans ta vie de sophrologue? Comment ça se passe une semaine dans la vie de Sophie Taillard, sophrologue? Alors toutes les semaines sont fort différentes. C'est aussi ce qui fait, je trouve, le charme aussi de ce métier, c'est pas répétitif parce que j'ai la chance de faire plusieurs choses différentes. Donc ça va être une alternance entre des suivis individuels en cabinet, mais aussi des ateliers collectifs qui vont pouvoir avoir lieu notamment en EHPAD par exemple, parce que je travaille beaucoup avec les seniors. Mais ça va être aussi d'autres formes d'ateliers que j'anime pour une association de prévention santé pour les seniors, justement. Euh, voilà, donc ça prend plusieurs visages, on va dire, au cours d'une semaine. Et puis évidemment, parce que malgré tout, ça fait aussi partie du travail, même si au début, on a un peu tendance à l'oublier. Il y a aussi tout l'aspect administratif, évidemment, dont il faut, parce que quand on s'installe, ben voilà, on a aussi, on devient son propre patron, donc ça change aussi pas mal de choses quand on a eu l'habitude d'être salarié avant. Euh, donc voilà, plus les réseaux sociaux aussi à animer quand on en a, en tout cas quand on fait le choix d'en avoir, ce qui est mon cas. Le site internet aussi, voilà. Donc ça prend, voilà, c'est très varié en fait, et c'est totalement différent. Ça peut être totalement différent d'une semaine à l'autre. Ok, bon, mais je crois que tu rejoins les deux premiers épisodes de ce podcast. Si on essaye de se prêter au jeu, qui est pas évident, on l'a fait, mais c'est pas évident de se dire, par exemple, tiens, si on prend une semaine jour par jour, du lundi au mardi, une semaine à la louche, parce qu'évidemment, bah, je pense que ça sera le cas pour tout le monde. On va voir hein, au fil des épisodes, des sophrologues qu'on rencontre, si tout le monde a également cette réponse là, de dire, bah non, il n'y a pas de semaine type. Mais si on devait prendre une semaine quand même, voilà, en moyenne, une semaine d'un mois d'avril, je sais pas moi, ou de mars, Mhm. pas en plein mois de juillet, est-ce que tu pourrais nous dire comme ça, brièvement, du lundi au vendredi, ce qui se passe concrètement? Est-ce que Sophie Taillard se lève tôt le matin ou finit tard le soir? L'administratif, quand est-ce que c'est tout ça? Pour qu'on plonge encore un peu plus dans le concret. Euh, alors oui, je me lève pas trop tard, enfin en général vers aux alentours de 7h, 7h, 7h30, quelque chose comme ça. Souvent, moi, j'aime bien travailler le matin.
Je suis plus du matin, donc par exemple si j'ai si j'ai de l'administratif à faire ou ce genre de choses dont j'ai envie de me débarrasser un petit peu, on va dire, parce que c'est pas ce que je préfère faire, je vais faire ça dès le matin en fait. Comme ça au moins je serai tranquille avec ça le reste de la journée, voire de la semaine d'ailleurs, si j'arrive à tout faire. Donc par exemple le lundi matin, typiquement, je vais peut-être me consacrer à l'administratif. Euh, Là par exemple, si je prends l'exemple d'une semaine, il y a mars ou avril, effectivement. Le lundi après-midi, j'étais en atelier, justement, pour l'association de prévention santé pour laquelle je travaille. Enfin, j'interviens en tout cas de temps en temps. Donc là, c'était un atelier sommeil avec un groupe de seniors et j'avais de la route puisque c'était un atelier qui se trouvait dans l'Allier, donc le département à côté du mien, puisque j'interviens pour cette association sur les 2 départements Puy-de-Dôme et Allier. Donc j'avais 1 heure de trajet pour aller là-bas. Donc mon atelier de 2h30 avec les seniors. Et puis donc après, retour à la maison en fin d'après-midi, du coup, puisque j'ai de nouveau 1 heure de trajet au retour. Parce que voilà, moi je suis pas dans une grande ville, donc je me déplace pas mal. J'ai pas mal de routes aussi pendant mes semaines, donc ça fait aussi partie intégrante de mes semaines. C'est les trajets en voiture. Et puis en fin d'après-midi, par exemple, je vais pouvoir m'occuper un peu des réseaux sociaux. Souvent, quand je fais des posts, que ce soit Instagram, LinkedIn, ou si je fais un article, par exemple, pour mon blog sur mon site internet, ça sera plutôt en fin d'après-midi en général que je vais faire ça. Pour ce qui est des suivis individuels en cabinet, c'est essentiellement le mercredi sur un des cabinets et le mardi et le vendredi sur l'autre cabinet, parce que j'ai 2 lieux d'exercice différents. J'en ai un qui est un pôle santé avec où je suis quasiment depuis que je suis installée, donc ça c'est les mercredis. Et puis j'ai un 2e lieu que j'ai essayé de développer sur Clermont-Ferrand, où là je suis plus les mardis et les vendredis. Donc ça va être plus les jours consacrés au suivi individuel. Et puis ensuite, le jeudi, le vendredi, ça va être aussi souvent des jours qui vont être consacrés aux ateliers. Donc soit les ateliers prévention santé, soit les ateliers que je peux développer avec d'autres partenaires et notamment, ce qui est le cas depuis plusieurs mois, là, un atelier en EHPAD qui est non pas pour les résidents de l'EHPAD, mais pour les aidants. Voilà, pour les proches aidants dont les proches justement sont en établissement en EHPAD. Donc voilà, ça c'est des ateliers par exemple qui sont sur 10 semaines consécutives. Donc voilà, je sais que j'ai une après-midi par semaine qui va être consacrée à cet atelier pendant 10 semaines consécutives. Voilà. Donc avec les aidants familiaux, ce qu'on appelle les aidants Oui, familiaux du tout coup. à fait, C'est un public qui n'est exactement. pas toujours évident à toucher d'ailleurs, hein, souvent. Non, non, mais d'ailleurs, on s'en rend compte parce que donc c'est avec, on a monté ça. Enfin, c'est la psychologue de l'établissement qui gentiment a pensé à moi parce qu'on avait déjà eu l'occasion de se croiser. Et on se rend compte effectivement que c'est un public qui est très difficile à aller chercher. Donc voilà, alors que c'est un public qui a vraiment besoin de prendre soin de lui, de se détendre, d'échanger. Mais effectivement, c'est compliqué d'aller les chercher. Mais voilà. Souvent, je dirais que c'est un public auquel j'ai été moi aussi, alors j'ai envie de dire confrontée, c'est pas le mot, mais avec ces difficultés parce que c'est un public où, petite astuce pour ceux qui nous écoutent, c'est un public, je trouve, auprès duquel il faut parfois donner des clés pour mieux s'occuper des proches. Ça va avoir plus tendance à les faire venir parce que si on leur parle de s'occuper d'eux, pouf, il y a personne qui vient, ils ont pas le temps, c'est pas la priorité. Et hop, et du coup, on se retrouve avec des groupes qui s'effilochent, où les gens ne viennent pas, où les gens ne vont même pas s'inscrire. Et c'est vrai que parfois, il faut les piéger en leur disant qu'on va leur apporter des techniques pour aider leurs proches. Comme ça, on les coince dans le groupe, et puis au final, ils s'y sentent bien, ils restent, et puis ils se retrouvent aussi entre eux avec de la parole, et la magie opère. Hein. Exactement, exactement, parce que là, du coup, je viens de finir donc la semaine dernière, enfin il y a 15 jours même, la première session de 10 semaines. Et en fait, les personnes qui étaient présentes ont été vraiment contentes. On a fait une sorte de bilan, donc ont été vraiment contentes d'être venues finalement, même si au début ça leur paraissait pas évident. Donc
et puis je rattaque en septembre une autre session, enfin une autre. On refait 10 séances, 10 ateliers pendant 10 semaines. Donc avec d'autres personnes, on espère. Donc voilà. Donc c'est vrai que voilà, sur mes semaines, on va dire que c'est quand même les ateliers qui occupent le plus de temps, enfin le plus de place, notamment aussi parce que à cause du trajet, effectivement, enfin des trajets. Voilà, mais en sachant que ça me gêne pas. Moi, j'ai toujours beaucoup roulé dans le cadre de mon métier. Quand j'étais journaliste, c'était la même chose. Mais c'est vrai que du coup, c'est différent d'être sophrologue, par exemple, voilà, à Paris ou à Marseille ou à Lyon, et d'être sophrologue plutôt en milieu rural comme je suis moi, parce que les temps de déplacement sont importants, l'air de rien. Donc, alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de déplacement pour les sophrologues en grande ville, mais c'est pas la même chose, voilà. Ah ouais, je sais que, alors moi étant sophrologue à Toulouse, Emmanuel Lebris dirait la même chose. On roule pas mal quand même, on roule pas mal, peut-être moins, mais c'est vrai qu'il peut arriver d'aller faire des ateliers à 1 ou 2 heures, et puis souvent on vit en périphérie en plus, donc Oui, c'est du coup ça. le trajet pour aller travailler est quand même souvent plus long, et mais il y a quand même des trajets. Hein. Oui, il y a quand même des Il m'est trajets, ouais. arrivé d'aller animer des ateliers à 6 heures de route, mais bon, ça on accepte ou on Oui, n'accepte pas. c'est ça. Voilà, faut être open sur la route. Et ça prend du temps, mais c'est bien d'en parler effectivement parce que nous on n'y pense pas forcément et c'est vrai que oui, il peut y avoir des trajets et un temps. Ok, super. Alors, est-ce que tu travailles le samedi, Sophie? Alors, j'ai fait le choix de ne pas travailler les week-ends. Après, voilà, si j'avais un autre âge, parce que j'ai 51 ans, si j'étais plus jeune et si j'avais pas, voilà, enfin, moi, j'arrive à l'âge aussi justement où je suis moi-même aidante pour mon pas, enfin en l'occurrence pour ma maman. Donc voilà, j'ai aussi envie, puis j'ai un parcours de vie aussi, voilà, qui fait que je sais que j'ai besoin aussi de temps personnel. Donc c'est voilà, c'est un choix que j'assume parfaitement, même si je sais que le samedi effectivement c'est souvent un temps voilà, pour les gens qui viennent nous voir, c'est souvent pratique pour les gens de savoir qu'ils peuvent venir le samedi. Mais voilà, moi j'ai fait le choix de ne pas travailler le samedi. Donc Oui. Du coup, ça t'oblige à avoir, à faire bien attention à cet équilibre vie pro, vie perso, tout parce à que fait. sinon, t'as ta maman et du coup, voilà, ça te rappelle Oui, ce qui est pas évident, mais ce qui est important finalement pour tout le monde, hein, c'est écouter et savoir que oui, parfois le samedi, bah, ça va peut-être permettre financièrement que les choses soient plus faciles, mais si c'est pour être épuisé, et c'est souvent un piège dans lequel les sophrologues vont tomber au début, hein, c'est euh, ça. les périodes où ça tourne, on essaye d'en faire un maximum et puis on peut malheureusement s'épuiser. Ok, alors deuxième question, est-ce qu'il y a qu'est-ce qui t'a le plus étonné dans les réalités du terrain quand tu as découvert vraiment le terrain, la réalité au quotidien? Qu'est-ce qui t'a le plus étonné, marqué? Alors, la première chose qui m'a étonnée, c'est en fait tout simplement j'avais, je pense, un petit peu, je m'étais fait un peu des idées toutes faites, voilà, pendant la formation, avec peut-être le type de public que j'aimerais davantage accompagner que d'autres. Enfin voilà, j'avais des espèces d'a priori comme ça. Et d'ailleurs, un des profs, je me souviens, m'avait dit, vous verrez que vous serez surprise. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, oui, en fait, par exemple, je pensais que j'aurais du mal ou à accompagner le public des enfants ou des ados. Et en fait, il se trouve que j'ai adoré ça. J'en ai eu assez souvent et que j'adore ça. Et à l'autre, on va dire extrême entre guillemets des âges de la vie, j'aurais pas du tout pensé avoir autant de seniors et notamment en suivi individuel. Parce que je pensais que c'était, donc à tort, hein, manifestement, je pensais que c'était une génération qui connaissait peu la sophrologie et qui du coup aurait peu recours voilà, au service d'une sophrologue. Et en fait, je me suis rendu compte que absolument pas, et que y compris en milieu rural, les gens, en tout cas, étaient curieux de cette pratique-là, et que quand un médecin ou un kiné ou voilà les orientait vers moi, ben, ils avaient la curiosité de venir découvrir et puis surtout que ça leur plaisait et qu'ils avaient envie de voilà, ils avaient envie de faire de la sophrologie. Donc ça
ça m'a surprise, par exemple. Après, il y a d'autres choses plus, voilà, qui sont liées aussi, je pense, aux fluctuations. Je pense que quand on s'installe aussi, il faut être conscient que il y a beaucoup d'irrégularités dans les périodes de l'année, c'est-à-dire qu'il y a des périodes creuses, voire très creuses, des périodes au contraire où tout se bouscule et c'est un peu tout en même temps. Donc ça demande aussi de s'adapter. Alors en même temps, ça fait partie intégrante du métier de sophrologue de s'adapter. Donc voilà. Et puis ça demande de jongler aussi l'air de rien au niveau de l'agenda. Voilà, se dire justement, tiens, j'ai une séance ce matin à tel endroit. Puis alors après l'après-midi, j'ai un atelier à tel endroit. Donc il faut que je calcule les temps de trajet. Donc du coup, sur mon agenda, il faut que je marque telle et telle chose pour que les gens puissent pas prendre rendez-vous sur ce créneau. Enfin, l'air de rien, ça demande quand même pas mal de gymnastique intellectuelle. Donc voilà, parfois j'ai eu des petits ratés, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend. Hein, voilà, du style, j'ai une personne qui prend un rendez-vous sur un créneau qu'en fait qui était pris, sauf que j'avais oublié de le noter sur ma plateforme de réservation. Enfin voilà, donc voilà, ça demande une gymnastique, mais qui vient tout simplement avec le temps. Hein, et puis c'est pas grave, mais il faut en être conscient en tout cas. Ouais, c'est très juste ce que tu dis là. Moi, ça fait 17 ans et il m'arrive toujours la même chose, hein. Donc, je te dirais avec le temps, ça continue parfois. Ça arrive sur un temps de trajet, on bloque pas le temps de trajet. Il y a un rendez-vous, un atelier. Donc, j'ai un peu l'impression que tu racontes mes journées là, en fait, quand tu en parles. Donc, tu vois, c'est marrant comme on se rejoint finalement sur et le quotidien d'Emmanuel Lebris aussi. Hein. Donc, est-ce qu'il Tout y a à d'autres fait. choses qui t'ont étonné par rapport à l'image qu'on t'avait donnée du métier, ce que tu avais pu entendre, de personnes qui étaient peut-être sophrologues comme de certaines qui l'étaient peut-être pas aussi, parce qu'on entend beaucoup de choses. Oui. Alors après, je pense que vraiment, il y a autant de sophrologues que de personnes. C'est-à-dire qu'on a vraiment tous une manière de pratiquer qui va nous ressembler aussi, je pense. Hein. Ça, c'est autre chose qu'on m'avait dit en formation. On m'avait dit, vous verrez, vous aurez vous aurez sans doute des gens qui vont vous ressembler. Oui et non, c'est pas, je dis pas forcément qu'on attire les personnes qui ont le même parcours de vie que nous, mais moi, je constate quand même que les personnes qui viennent me voir, je vois souvent une parenté dans ce qu'elles ont vécu au niveau, alors que ce soit le vécu douloureux ou le vécu psychique ou tout ça. Donc ça m'a étonnée quand même, parce que je me disais, quand on m'avait dit ça en formation, je me disais, oh, moi, je suis pas sûre que ce soit vraiment ça. Puis en fait, en tout cas pour ce qui est de mon cas personnel, je le constate quand même. Je constate effectivement qu'il y a une grande, grande, grande diversité de pratiques, euh, avec parfois peut-être trop de diversité. Enfin voilà, je vois parfois des choses qui moi m'interpellent un peu, mais voilà après c'est aussi le fait que ce soit une profession qui n'est pas réglementée, donc forcément il y a un peu de tout et voilà il faut faire son chemin, il faut trouver sa voie, sa propre voie. Et c'est peut-être ça, moi, qui me paraît le plus difficile, enfin, qui m'a paru le plus difficile. Maintenant, ça commence vraiment, enfin, j'ai l'impression que je commence vraiment maintenant seulement à être de mieux en mieux dans ma pratique, et je me cherche moins qu'au début. Mais ça, je pense que c'est tout à fait normal. Hein. À mon avis, c'est arrivé à quasiment tous les sophrologues qui se sont installés, c'est qu'au départ, forcément, comme on a envie de travailler, on part un peu dans tous les sens. On dit un peu oui à tout ce qui se présente. On n'est pas forcément toujours très regardant aussi, peut-être. En tout cas, pas je parle pas des suivis individuels là, mais je parle plutôt des ateliers, justement des structures éventuellement avec lesquelles on est amené à travailler. Et puis petit à petit, en tout cas pour moi, ça s'est resserré, ça s'est précisé. Et du coup, maintenant, je sais que voilà, même si j'accepte toutes les personnes en suivi individuel, en tout cas au niveau du collectif, moi, je me suis vraiment recentrée sur les seniors. C'est vraiment un public, c'est le public auquel je consacre le plus de temps. Donc voilà. Et du coup,
une fois qu'on centre, qu'on a précisé un peu mieux, je trouve le public pour lequel on va travailler, je trouve que ça permet aussi de poser davantage les choses, de moins se disperser, du coup de moins perdre d'énergie aussi. Enfin voilà, moi je l'ai ressenti en tout cas comme ça, mais quand même avec l'envie, notamment en individuel, de pouvoir rester quand même à l'écoute et à l'accueil de toute personne qui a envie de venir me voir. Mais donc voilà, du coup, ça demande aussi, bah voilà, je sais par exemple que j'ai créé mon site internet il y a pas très longtemps et je sais que là, je vais le faire évoluer parce que bah, j'évolue dans ma pratique, je continue aussi à me former quasiment en continu. Donc voilà, c'est aussi une pratique qui n'est pas figée, qui évolue en permanence parce que il y a des nouvelles découvertes aussi, par exemple au niveau des neurosciences, au niveau, enfin, il se passe des tas de choses et il faut pas, enfin pour moi en tout cas, j'ai pas envie d'être figée dans ma pratique. J'ai envie de continuer. Ça aussi, par exemple, ça fait partie de mes semaines. C'est le fait de me former en continu, la supervision aussi. Enfin, tout ça, ça fait partie aussi de mon voilà, de mon agenda. En tout cas, c'est quelque chose qui est calé aussi et auquel je tiens beaucoup. Ok, super. Ben, merci pour toutes ces précisions qui permettent effectivement de ressentir sur quelque chose qu'on entend souvent, hein, le fait de pas s'éparpiller, de pas se complexifier la tâche en allant vraiment communiquer sur un type de clientèle et souvent c'est pas celle à laquelle on aurait pensé. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de sophrologues comme moi d'ailleurs au début qui ont pu se dire au début moi je vais accompagner les femmes, les personnes qui vont venir c'est probablement des femmes de la quarantaine, entre 40, cinquantaine voire plus qui intéressés par le développement personnel, alors qu'en général, j'ai tendance à dire pas du tout, très très peu, hein. Tout à Euh, fait. Troisième question, alors tu l'as déjà un peu évoqué avec ton rôle d'aidante familiale. Comment est-ce que tu trouves toi ton équilibre entre accompagnement individuel, enfin l'accompagnement individuel, l'activité hein, d'une façon générale, la gestion d'activité, notamment l'administratif et la vie perso. Cet équilibre entre accompagnement, gestion d'activité et vie perso. Alors c'est pas toujours, c'est pas toujours très facile. Alors moi j'ai pas d'enfant, donc l'air de rien ça change aussi, ça change beaucoup la donne, hein, ça j'en suis tout à fait conscient. Euh, mais effectivement, alors là pour le coup, comme j'ai eu un parcours de vie un peu voilà un peu chaotique, un peu difficile, euh, c'est pour ça donc du coup aussi que j'ai fait le choix de pas travailler les week-ends. Euh, c'est vraiment important pour moi. Cet équilibre-là, il est vital. Voilà, donc il faut. Je sais que j'ai vraiment besoin de me poser, à la fois au niveau corporel, au niveau mental. Enfin, j'ai vraiment besoin voilà, d'être dans ma bulle de manière régulière. Donc ça, j'essaye de le respecter au maximum, même si il y a des périodes où ça, clairement, je sais que je ne prends pas assez de temps pour moi et je le ressens très vite. Mais j'allais dire, malgré tout, il y a certaines périodes où il n'y a pas vraiment le choix parce que malgré tout, il faut quand même ramener des sous à la maison. Donc les périodes où vraiment l'activité se bouscule, par exemple, les périodes, en tout cas moi c'est comme ça. Peut-être que pour toi ou pour d'autres ça va être différent, mais moi c'est vraiment l'alternance entre des périodes vraiment très creuses et des périodes où au contraire c'est vraiment tout en même temps. Et malgré tout, ces périodes, il faut quand même les traverser parce que je peux pas me permettre de dire non à certaines choses. Donc voilà. Mais en tout cas, je vais toujours essayer, malgré tout, de trouver du temps, bah, ne serait-ce que du temps pour la pratique, ma pratique personnelle de sophrologie. Donc, essayer de conserver ce temps-là pour moi, parce que si je fais plus de sophrologie, ça n'a pas grand sens d'aller la transmettre à d'autres. Donc, il faut que je continue à en faire aussi moi. Et puis, j'essaye, voilà, de me trouver un peu de temps pour voir les amis, pour être avec mon compagnon, pour promener mon chien, enfin voilà, des trucs tout bêtes quoi, de la vie quotidienne mais qui sont très importants pour ma maman du coup aussi qui n'est pas en plus qui est un peu loin géographiquement, donc là aussi j'ai des temps de trajet à prendre en compte. Et puis ce qui fait aussi partie de mon équilibre personnel, c'est que je fais aussi des choses à titre bénévole et je suis notamment j'interviens dans une association qui a été créée par deux diététiciennes et des psychologues qui sont spécialisés dans les troubles de la conduite alimentaire.
Et donc moi, j'interviens dans cette association au titre de personnes qui a été touchée par les troubles du comportement alimentaire, mais j'interviens donc auprès du groupe des proches, moi pas auprès du groupe des patientes, mais auprès du groupe de parole des proches, pour venir témoigner du fait qu'on peut s'en sortir et qu'on peut se rétablir des troubles de la conduite alimentaire. Donc ça, c'est du temps bénévole et qui est justement les week-ends, puisque les groupes de parole sont le samedi après-midi. Donc c'est un samedi par mois. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est très important. Alors oui, ça me prend du temps, mais c'est très important dans mon équilibre personnel de pouvoir donner ce temps justement pour cette association qui me tient beaucoup à cœur. Oui, ça va te nourrir de te consacrer Ouais, à ça un samedi par mois. exactement. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des moments où j'aimerais avoir un peu plus de temps. Par exemple, j'ai toujours été une grande lectrice et du coup, j'ai beaucoup moins de temps pour lire. Donc ça, parfois, ça me manque un peu. Mais bon, voilà, il y a les vacances aussi pour ça. Donc là, par exemple, je sais que le mois d'août, je vais pouvoir me consacrer un peu plus à la lecture que le reste du temps. Donc voilà, c'est une chouette perspective. Mais voilà, en tout cas, cet équilibre-là, il est très important. Et je trouve qu'on peut pas, enfin c'est compliqué d'aller transmettre des messages en tant que sophrologue, par exemple dans mon atelier pour les aidants, c'est compliqué d'aller leur dire qu'il faut que vous preniez soin de vous si moi-même je ne le fais pas. Donc il faut essayer d'être un peu cohérent. Enfin moi je trouve. Alors je dis pas que c'est toujours facile, hein, ça l'est pas forcément, mais en tout cas j'essaye du mieux que je peux. Voilà. Hmm. Ouais, sur ce que tu évoques là, on l'a dit toutes les deux, hein, lors des deux premiers épisodes, c'est revenu aussi, hein, alternance de périodes hyper chargées et de périodes beaucoup plus calmes. Et je pense que c'est rassurant, je l'espère, pour les personnes qui nous entendent et qui vivent peut-être la même chose, hein. C'est normal, même même les années passant, il continue d'y avoir cette alternance et c'est aussi l'occasion de se recentrer sur soi, de pouvoir travailler sur soi, pratiquer, lire parfois. Tout à fait. Alors, dernière question, quel conseil est-ce que tu donnerais à un ou une sophrologue qui débute à la lumière de ton propre parcours? Alors justement, je donnerais le conseil d'être, de bien prendre conscience, que ça j'avoue que je n'avais pas du tout conscience au départ et que ça a été pour moi une grande difficulté parce que je n'avais pas du tout l'habitude de ça, parce que j'ai exercé des métiers qui n'étaient pas là-dedans avant, euh, de prendre conscience quand même que c'est une entreprise et qu'il faut, bah voilà, il faut se vendre entre guillemets, c'est-à-dire il faut aller démarcher, faut passer des coups de fil, voilà, il faut pas négliger cet aspect-là. Moi, je pense que je l'ai beaucoup négligé au départ parce qu'en fait, ça ne me parlait pas. Enfin, c'était quelque chose qui était très loin de moi et avec laquelle j'étais mal à l'aise en plus parce que pour moi, c'est pas un commerce quoi. Enfin, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est du soin. Donc, j'avais du mal à me dire, oh là là, il faut que je prenne mon bâton de pèlerin et que j'aille toquer aux portes, me présenter, tout ça. Donc ça, pour moi, ça a été extrêmement difficile. C'est encore pas d'ailleurs totalement acquis pour moi. Je suis en cours d'amélioration, on va dire. Donc vraiment, le conseil que je donnerais, le premier, c'est celui-là, de bien être conscient de ça. C'est-à-dire que peut-être qu'on fait, sans doute même qu'on fait ce métier parce qu'on a envie de, de, de faire découvrir cette pratique aux autres, de leur amener des outils qui nous ont aidés en tant qu'utilisatrices ou utilisateurs, mais que c'est pas que ça ce métier quoi. Il y a aussi bah, justement toute la partie plus administrative, plus promotionnelle entre guillemets, qui est pas forcément la partie qu'on va préférer. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Mais il ne faut pas la négliger parce qu'elle est très importante et notamment au début. Donc ça, vraiment, c'est un conseil que je donne parce que moi-même, j'ai fait un peu, j'ai enchaîné les erreurs un peu avec ça au départ. Donc vraiment, la prise de conscience a été un peu compliquée. Donc la prise de conscience, ça va parler à tous les sophrologues. Et cette prise de conscience-là, pour moi, elle a été un peu rude. Donc voilà, c'est un conseil que je donnerais. Et puis peut-être un autre conseil, c'est justement, par contre, en termes de public, de tout ça, d'être vraiment ouvert. C'est-à-dire de pas se mettre trop de barrières au départ, de pas se dire
bah moi, par rapport à mon parcours personnel ou par rapport à ce que j'aime, je vais aller vers tel public. Non, au moins au début, essayer d'être ouvert et puis petit à petit, de toute façon, ça va se dessiner. Il y a un chemin qui va se dessiner un peu naturellement, mais en tout cas au départ, voilà, de pas se dire bah tiens non, moi je vais pas travailler avec tel public. Non, ne pas se fermer en fait. Oui. On peut communiquer sur un public et des problématiques spécifiques, mais vraiment rester ouvert parce qu'en général, on a toujours des surprises. Oui, exactement. On a des surprises et parfois vraiment des choses auxquelles on s'attendait pas. Donc il faut rester ouvert à tout ce qui peut à tout ce qui peut se présenter. Et puis encore une fois, moi je suis persuadée de toute façon que le chemin se dessine pour chacun à un moment ou à un autre. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction des personnes, des caractères, des profils, c'est normal. Mais je suis persuadée que voilà, le chemin, on finit par le trouver. Hmm. Avec cette phase difficile que tu soulignes et qu'on voit tellement, nous, chez les sophrologues qu'on accompagne, mais communiquer ou aller, enfin, faire sa promotion, entre guillemets, déjà, c'est un gros mot, promotion. Euh, Mm, Ça montre aussi que, voilà, c'était compliqué, très compliqué, mais tu es encore là aujourd'hui. Et puis, ça va c'est bien. ça. C'est ça. Donc surtout, faut pas se décourager aussi, parce que l'air de rien, c'est un métier où on est assez solitaire. Enfin, voilà, voilà, on est seul avec notre pratique, d'où l'importance aussi de la supervision. Voilà, pour aussi questionner sa pratique de manière régulière, ça c'est très important aussi. Donc voilà, c'est extrêmement important. Euh, et puis ne pas hésiter à échanger aussi avec d'autres professionnels, d'autres sophrologues, d'autres bah justement là vos podcasts c'est génial parce que ça permet aussi justement de voir un petit peu comment fonctionnent les collègues, d'échanger, de s'enrichir mutuellement de conseils, de enfin voilà, c'est très important de pas s'isoler surtout. Voilà, si on voit qu'au début c'est difficile, qu'on rame un peu, il faut pas ne pas se décourager, ne pas s'isoler et au contraire aller vers les autres parce que c'est comme ça qu'on y arrive aussi quoi. Je trouve en tout cas moi. Oui, complètement. Pas s'isoler et puis pas se dévaloriser ou rentrer dans la transe de la dépréciation, on a l'impression de faire ce qu'il faut pas, même si on fait pas tout ce Exactement. qu'il faut. Mais c'est pareil pour tout le monde, ça. Mm, C'est tout humain. à fait. Et puis voilà, pas oublier surtout par exemple quand on fait ça un peu sur le tard et qu'on a eu une carrière professionnelle ou des carrières professionnelles avant qui étaient totalement différentes. Au départ, on peut avoir un petit problème de légitimité, par exemple. Hein, ça, c'est pas rare. Hein. Moi, au début, je me sentais pas forcément légitime. J'ai mis du temps aussi, mais ça, c'est aussi normal. Enfin, voilà, ça s'acquiert aussi avec le temps, avec l'expérience, avec encore une fois la supervision, avec tout ça. Donc, mais il faut, voilà, si on aime vraiment ce métier-là et qu'on a l'impression qu'on est vraiment à sa place encore une fois, je suis persuadée, moi, que le chemin va se dessiner. Il faut se faire Merci. confiance aussi. Et se faire confiance. Merci Sophie, en tout cas, pour ce beau témoignage et ce partage du concret, hein, de concret de ta vie de sophrologue au quotidien, dans le perso, aussi dans le perso, hein, dans le pro et la place que tout ça a. Donc j'ai été enchantée de faire ta connaissance davantage aujourd'hui. J'espère que ça sera le cas aussi pour toutes les personnes qui écouteront ce podcast. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. On va évidemment vous mettre aussi sous la vidéo le lien vers le site internet de Sophie que vous pouvez du coup retrouver sur les réseaux sociaux si vous avez envie d'aller voir un peu ce que raconte Sophie sur ses réseaux sociaux. Donc merci Ben, encore. merci beaucoup. Merci à toi aussi. Enfin, merci à vous deux pour ce que vous faites. Et puis, merci m'avoir donné l'opportunité de partager un petit moment avec, avec toi, avec ceux qui écouteront. Et j'étais ravie. Merci Sophie, je te dis à bientôt. À bientôt.